Si je parle aujourd'hui, c'est parce que ce que j'ai vu dans certains dossiers classés dépasse l'imaginable. Je m'appelle Laurent Mercier, j'ai 53 ans, et pendant 28 années de ma vie, j'ai servi la police judiciaire française avec dévouement, avec passion, avec cette conviction naïve que la justice triompherait toujours. Pendant 28 ans, j'ai cru que mon travail consistait à chercher la vérité, à protéger les innocents, à traduire les coupables devant les tribunaux. Mais aujourd'hui, après tout ce temps, après toutes ces nuits blanches, après tous ces dossiers que j'ai vus disparaître dans les tiroirs poussiéreux de l'administration, je ne peux plus me taire. La frustration s'est accumulée comme une montagne de non-dits, de mensonges institutionnels, de vérités étouffées. On m'a imposé le silence pendant des décennies, on m'a demandé d'obéir, de ne pas poser de questions, de faire confiance au système. Mais le système m'a trahi. Il a trahi les victimes. Il a trahi la justice elle-même. Et si je prends la parole maintenant, c'est parce que je ne peux plus vivre avec ce poids sur la conscience. Ce que j'ai découvert dans certains dossiers classés n'aurait jamais dû être enterré. Jamais. Je suis né dans une petite ville du sud de la France, dans une famille modeste où mon père travaillait comme mécanicien et ma mère tenait une mercerie. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions des valeurs solides, l'honnêteté, le respect, la dignité. Mon père me disait toujours qu'un homme devait pouvoir se regarder dans le miroir le matin sans avoir honte de ce qu'il avait fait la veille. Ces paroles ont guidé toute ma vie. Enfant, j'étais fasciné par les films policiers, par ces figures d'autorité qui représentaient la loi, qui protégeaient les faibles contre les puissants. Je me souviens de ces vieux films en noir et blanc où le commissaire fumait une cigarette en interrogeant un suspect, où la vérité finissait toujours par éclater. Je voulais être cet homme-là. Je voulais incarner la justice. Alors, à 19 ans, j'ai passé les concours, j'ai intégré l'école de police, et quelques années plus tard, j'ai rejoint la police judiciaire. C'était en 1996. J'avais 25 ans et je débordais d'idéalisme. Je pensais sincèrement que j'allais changer le monde, que j'allais faire régner l'ordre, que chaque enquête serait une victoire de la vérité sur le mensonge. Les premières années ont été exactement comme je les avais imaginées. Du travail technique, des interrogatoires, des perquisitions, des nuits passées à éplucher des rapports. J'adorais ça. Chaque dossier était un puzzle à reconstituer, chaque indice était une pièce qui nous rapprochait de la solution. Je travaillais avec des collègues compétents, passionnés comme moi, et nous formions une équipe soudée. Nous étions fiers de notre travail. Nous étions fiers de servir. Mais tout a commencé à changer environ 5 ans après mon entrée en service. C'était lors d'une enquête sur un trafic de stupéfiants dans la région lyonnaise. Nous avions remonté une filière importante, des dizaines d'heures de surveillance, des écoutes téléphoniques, des preuves solides. Nous étions sur le point de procéder à plusieurs arrestations quand, soudainement, j'ai reçu un appel de mon supérieur. Il m'a convoqué dans son bureau et m'a demandé, d'un ton sec et sans appel, de ralentir l'enquête. De ralentir l'enquête. J'étais stupéfait. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu que des éléments politiques entraient en jeu, que certains noms apparaissaient dans nos écoutes et qu'il fallait être prudent. Prudent. Ce mot est devenu comme un code dans la police judiciaire. Être prudent signifiait en réalité fermer les yeux, ne pas approfondir, laisser filer. J'ai protesté, j'ai dit que nous avions des preuves, que nous pouvions démanteler tout le réseau, mais il m'a coupé net. Il m'a dit que ce n'était pas à moi de décider, que je devais suivre les ordres, que si je tenais à ma carrière, je devais comprendre comment fonctionnaient les choses. J'ai quitté son bureau avec un sentiment de malaise que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pour la première fois, je me suis demandé si la justice que je servais était vraiment aveugle, ou si elle regardait ailleurs quand cela arrangeait certaines personnes. L'enquête a été ralentie, puis discrètement abandonnée. Le dossier a été classé sans suite. Des dizaines d'heures de travail, des preuves irréfutables, tous ajetés aux oubliettes. Et moi, je devais faire comme si de rien n'était, continuer à travailler, à sourire, à obéir. Quelques mois plus tard, j'ai été assigné à une affaire qui allait vraiment ouvrir les yeux. Il s'agissait d'une affaire de détournement de fonds publics dans une municipalité de taille moyenne. Un maire était soupçonné d'avoir utilisé l'argent des contribuables pour financer des travaux dans sa propriété personnelle. Les preuves étaient accablantes. Nous avions des factures, des témoignages d'entrepreneurs qui confirmaient que les travaux avaient bien été réalisés chez le maire, des relevés bancaires suspects. Tout était là, noir sur blanc. Avec mon collègue Thomas, nous étions convaincus que cette affaire allait faire du bruit. Nous avons monté un dossier solide, méticuleux,
irréprochable. Nous l'avons transmis au procureur en pensant que les poursuites seraient inévitables. Mais là encore, le système a montré son vrai visage. Le procureur a classé l'affaire en invoquant des insuffisances de preuves. Des insuffisances de preuves. C'était grotesque. Nous avions tout ce qu'il fallait pour obtenir une condamnation. Mais le maire en question était un homme influent, bien connecté politiquement, et apparemment intouchable. Quelques jours après le classement, j'ai remarqué que certains documents du dossier avaient disparu de nos archives. Des pièces essentielles, des factures originales, des témoignages écrits. Disparus. Volatilisés. J'ai interrogé le responsable des archives, il m'a répondu qu'il ne savait pas, qu'il devait y avoir eu une erreur administrative. Une erreur administrative. J'ai compris à ce moment-là que ce n'était pas une erreur. C'était un effacement délibéré. Quelqu'un, quelque part, avait décidé que ce dossier devait être enterré, et tous les moyens étaient bons pour y parvenir. J'étais choqué, frustré, mais surtout impuissant. Qu'est-ce que je pouvais faire? Dénoncer mes supérieurs. Alerter la presse? Je savais que si je faisais ça, ma carrière serait terminée. Je serais muté dans un placard, ou pire, mis à la retraite anticipée. Alors j'ai avalé ma colère, j'ai serré les dents, et j'ai continué à travailler. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer un pattern, un schéma qui se répétait dans de nombreux dossiers. Des affaires qui auraient dû aboutir à des condamnations mais qui étaient mystérieusement requalifiées, réduites à des délits mineurs, ou simplement classées sans suite. Des ordres verbaux qui tombaient d'en haut, impossibles à prouver, impossibles à contester. Des promoteurs qui bloquaient des investigations sous des prétextes fallacieux. Des supérieurs qui nous demandaient de laisser tomber, de passer à autre chose, de ne pas faire de vagues. Et mes collègues, ceux qui osaient insister, ceux qui refusaient de fermer les yeux, finissaient systématiquement mis à l'écart. Certains étaient mutés dans des postes administratifs sans intérêt, d'autres étaient harcelés jusqu'à ce qu'ils démissionnent. La police judiciaire, cette institution que j'avais tant admirée, fonctionnait en réalité comme une omerta organisée. On nous apprenait à ne pas poser de questions, à ne pas remettre en cause les décisions venues d'en haut, à obéir aveuglément. Et ceux qui ne comprenaient pas ça rapidement voyaient leur carrière brisée. J'ai vu des collègues excellents, passionnés, intègres, complètement détruits psychologiquement par ce système. Des hommes et des femmes qui avaient cru comme moi en la justice, et qui se retrouvaient à boire seuls chez eux le soir, incapables de supporter le poids de la trahison institutionnelle. Certains ont fait des dépressions, d'autres ont divorcé, d'autres encore ont sombré dans l'alcoolisme. Et moi, je continuais, en me disant que peut-être, un jour, les choses changeraient. Mais elles n'ont jamais changé. Le dossier qui m'a vraiment brisé, celui dont je ne me suis jamais remis, c'était il y a environ 7 ans. Nous avons été appelés sur une affaire de corruption impliquant un grand industriel de la région parisienne. Cet homme, que je ne nommerai pas par souci de sécurité, était soupçonné d'avoir versé des pots de vin à plusieurs élus locaux pour obtenir des marchés publics lucratifs. L'affaire était énorme. Nous parlons de millions d'euros détournés, de contrats truqués, de favoritisme éhonté. Mon équipe et moi avons travaillé d'arrache-pied pendant des mois. Nous avons épluché des milliers de documents, interrogé des dizaines de témoins, reconstitué minutieusement le circuit de l'argent. Nous avions des preuves irréfutables. Des virements bancaires, des enregistrements de conversations, des témoignages de cadres de l'entreprise qui confirmaient le système de corruption. Tout était là. C'était du solide, du béton. Nous étions convaincus que cette fois, personne ne pourrait étouffer l'affaire. C'était trop gros, trop visible. Mais nous avions tort. Quelques semaines avant que nous ne finalisions le dossier, j'ai été convoqué par un haut responsable de la police judiciaire que je n'avais jamais rencontré auparavant. Il m'a reçu dans un bureau luxueux, loin de nos locaux habituels. Il m'a offert un café, m'a parlé de ma carrière, de mes ambitions, et puis, avec un sourire froid, il m'a dit que ce dossier devait être abandonné. Pas ralenti, pas requalifié. Abandonné. J'ai protesté avec véhémence. J'ai dit que nous avions des preuves, que c'était notre devoir de poursuivre. Il m'a regardé avec un mélange de pitié et de mépris, et il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, « Laurent, vous êtes un bon policier, mais vous êtes naïf. Vous croyez encore que la justice s'applique de la même manière pour tout le monde. Ce n'est pas le cas. Cet homme a des appuis au plus haut niveau de l'État. Si vous persistez, ce n'est pas lui qui tombera, c'est vous. » J'étais tétanisé.
Il venait de m'avouer ouvertement que la justice était à deux vitesses, que certaines personnes étaient au-dessus des lois. Et que si je ne me soumettais pas, je serais sacrifié. J'ai quitté ce bureau en tremblant de rage. Je suis rentré chez moi et j'ai passé la nuit à réfléchir. Devais-je obéir? Devais-je trahir tout ce en quoi je croyais pour sauver ma carrière? Ou devais-je résister, au risque de tout perdre? Le lendemain, j'ai décidé de continuer l'enquête malgré tout. Avec 2 collègues de confiance, nous avons discrètement poursuivi nos investigations. Mais très vite, nous avons senti la pression monter. Des documents ont commencé à disparaître de nos dossiers. Des témoins que nous avions interrogés nous ont rappelés pour retirer leurs déclarations, visiblement intimidés. L'un d'eux, un comptable qui nous avait fourni des preuves cruciales, m'a appelé en pleine nuit, paniqué. Il m'a dit qu'il avait reçu des menaces, que des hommes étaient venus chez lui, qu'on lui avait fait comprendre qu'il devait se taire s'il tenait à sa famille. J'ai essayé de le rassurer, de lui dire que nous le protégerions, mais il a raccroché en pleurant. Quelques jours plus tard, il a officiellement rétracté son témoignage. Sans lui, une partie essentielle de notre dossier s'effondrait. Et puis, l'irréparable s'est produit. Toutes nos preuves électroniques, stockées sur un serveur sécurisé, ont été effacées. Tout. Des mois de travail, des milliers de fichiers, tout a disparu en une nuit. Officiellement, il s'agissait d'un bug informatique. Mais nous savions tous que c'était un sabotage délibéré. Quelqu'un, à l'intérieur de la police judiciaire, avait détruit nos preuves pour protéger cet industriel. J'étais anéanti. Je me suis senti trahi non seulement par mes supérieurs, mais par l'institution elle-même. L'affaire a été classée quelques semaines plus tard pour insuffisance de preuves. L'industriel n'a jamais été inquiété. Il a continué ses affaires comme si de rien n'était, protégé par un système corrompu qui préférait sacrifier la vérité plutôt que de déranger les puissants. Ce dossier m'a littéralement détruit. J'ai commencé à avoir des insomnies terribles. Je restais éveillé la nuit, à ressasser cette affaire, à me demander ce que j'aurais pu faire différemment. J'ai développé une anxiété permanente. Chaque fois que je recevais un nouvel dossier, je me demandais s'il allait lui aussi être enterré, si mes efforts allaient encore une fois servir à rien. Ma femme, Claire, a commencé à s'inquiéter. Elle me disait que je n'étais plus le même, que j'étais devenu distant, irritable, obsédé par mon travail. Nos relations se sont détériorées. Je ne pouvais pas lui expliquer ce qui se passait, je ne pouvais pas lui dire que je servais une justice qui n'en était pas une. Elle ne comprendrait pas. Personne ne pouvait comprendre si on n'avait pas vécu ça de l'intérieur. La culpabilité me rongeait. Je pensais à toutes ces victimes que j'avais abandonnées, à tous ces coupables qui se promenaient librement parce que j'avais obéi aux ordres. Je me sentais complice. Complice d'un système qui protégeait les criminels en col blanc au détriment des citoyens ordinaires. La rage montait en moi, une rage froide, impuissante. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse au bureau. Des palpitations, des sueurs froides, l'impression d'étouffer. Mes collègues me regardaient avec inquiétude, mais personne n'osait vraiment en parler. Dans la police judiciaire, montrer sa faiblesse, c'était se condamner. Alors je continuais à faire semblant, à jouer mon rôle de policier modèle, alors qu'à l'intérieur, je me désintégrais lentement. L'ambiance au travail est devenue toxique. Mes relations avec mes supérieurs se sont tendues. Ils sentaient que je n'étais plus docile, que je remettais en question leurs décisions. Certains collègues m'ont mis à l'écart, par peur d'être associés à moi. D'autres, au contraire, sont venus me voir en privé pour me confier qu'ils vivaient la même chose, qu'ils étaient eux aussi rongés par le mensonge institutionnel. Mais personne n'osait vraiment parler, personne n'osait se rebeller. La peur était trop forte. La peur de perdre son emploi, son salaire, sa retraite. Alors on continuait, comme des robots, à traiter des dossiers dont on savait qu'ils n'aboutiraient jamais si les bonnes personnes étaient impliquées. J'ai vu des collègues craquer. Un de mes amis proches, Julien, un enquêteur brillant, a fait une tentative de suicide après qu'on lui ait retiré une enquête sensible qu'il menait depuis 2 ans. Il avait tout donné pour ce dossier, et du jour au lendemain, on lui a dit de tout laisser tomber. Il n'a pas supporté. Heureusement, il a survécu, mais il n'est jamais revenu travailler. Il a démissionné et aujourd'hui, il vit retiré quelque part en province, brisé psychologiquement. Et combien d'autres comme lui? Combien de policiers détruits par un système qui les obligeait à trahir leurs propres valeurs? Il y a 2 ans,
j'ai été confronté à l'incident final qui m'a poussé à prendre ma décision. Une nouvelle affaire m'a été confiée, impliquant un réseau de proxénétisme dans le nord de Paris. Des jeunes femmes étaient exploitées, certaines étaient mineures. C'était sordide, révoltant. Nous avons identifié les principaux suspects, des hommes violents qui dirigeaient ce réseau avec une cruauté inimaginable. Nous étions prêts à intervenir, à procéder aux arrestations. Et puis, encore une fois, j'ai reçu un appel. Mon supérieur direct m'a convoqué et m'a ordonné de classer le dossier. De classer le dossier. J'ai explosé. Je lui ai demandé comment il pouvait me demander ça. Il s'agissait de traite d'êtres humains, de viol, d'exploitation de mineurs. Comment pouvait-on fermer les yeux sur ça? Il m'a répondu, d'un ton las, que certaines personnes impliquées dans l'affaire avaient des connexions avec des services de renseignement, et qu'une intervention risquait de compromettre des opérations en cours. Des opérations en cours. Encore une excuse. Encore un mensonge pour protéger les coupables. J'ai refusé. Pour la première fois en 28 ans, j'ai dit non. Je lui ai dit que je ne classerais pas ce dossier, que ces femmes méritaient justice, que je ne pouvais pas vivre avec ça sur la conscience. Il m'a regardé froidement et m'a dit que je faisais une erreur, que je le regretterais. Le lendemain, j'ai été convoqué par un responsable des ressources humaines. On m'a proposé un départ anticipé à la retraite avec tous mes droits. Une offre en apparence généreuse, mais en réalité, c'était une mise à l'écart déguisée. Si je refusais, on m'a fait comprendre que ma vie professionnelle deviendrait un enfer. J'ai demandé un délai de réflexion. J'ai passé plusieurs nuits à peser le pour et le contre. Et finalement, j'ai accepté. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais que rester dans ce système me détruirait complètement. Je suis parti il y a 1 an. Officiellement à la retraite. Mais en réalité, poussé dehors parce que j'avais osé dire la vérité. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir parlé, d'avoir refusé d'obéir à cet ordre immonde. Mais je regrette profondément toutes les fois où j'ai obéi avant. Toutes ces affaires que j'ai laissées enterrer. Tous ces coupables que j'ai laissés s'échapper. Toutes ces victimes que j'ai trahies. La justice n'est pas toujours rendue, voilà la vérité. Les dossiers classés ne le sont pas toujours pour de bonnes raisons. Parfois, ils sont classés parce que les coupables sont trop puissants, trop bien connectés, trop protégés. Et nous, les policiers de terrain, nous sommes obligés de nous taire, de courber l'échine, de faire semblant que tout va bien. Pendant 28 ans, j'ai obéi. J'ai fermé les yeux. J'ai avalé ma colère. J'ai trahi mes propres valeurs pour conserver ma carrière. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Je sais que parler comporte des risques. Je sais que certaines personnes ne vont pas apprécier que je révèle ces vérités. Je sais que je peux être attaqué, discrédité, menacé. Mais je ne peux plus vivre avec ce poids sur la conscience. Ces derniers mois, depuis que j'ai quitté la police judiciaire, j'ai enfin retrouvé un peu de paix. Je dors mieux. Je passe du temps avec ma famille. J'essaie de me reconstruire. Mais chaque jour, je pense à toutes ces affaires inachevées, à toutes ces vérités étouffées. Et je me dis que si je ne parle pas maintenant, personne ne le fera. Le système que j'ai servi pendant presque 3 décennies est profondément corrompu. Pas entièrement, bien sûr. Il y a encore beaucoup de policiers honnêtes, intègres, qui font leur travail avec conscience. Mais au sommet, là où se prennent les décisions importantes, là où se décide qui sera poursuivi et qui sera protégé, le système est gangrené. Il y a une justice pour les puissants, et une justice pour les autres. Et cette réalité, on nous demande de l'accepter en silence. On nous demande de continuer à travailler comme si de rien n'était, comme si chaque citoyen était traité de la même manière devant la loi. Mais c'est faux. C'est un mensonge que l'on répète pour maintenir l'illusion que notre démocratie fonctionne correctement. Pendant toutes ces années, j'ai été le rouage d'une machine qui protège les criminels en col blanc tout en s'acharnant sur les petits délinquants. J'ai vu des jeunes gens condamnés à de la prison ferme pour des délits mineurs, tandis que des élus corrompus, des industriels véreux, des personnalités influentes échappaient à toute sanction pour des crimes autrement plus graves. Cette injustice criante m'a rongé de l'intérieur. Elle a détruit ma foi en l'institution, elle a brisé mes illusions d'idéaliste. Quand je repense à ce jeune homme de 25 ans qui intégrait fièrement la police judiciaire en 1996, je ressens une immense tristesse. J'étais tellement naïf. Je croyais sincèrement que la vérité triomphait toujours, que la justice était aveugle, que notre système fonctionnait.
mais la réalité est bien plus sombre. La vérité est souvent sacrifiée sur l'autel des intérêts politiques et économiques. La justice n'est aveugle que pour ceux qui n'ont ni pouvoir ni argent. Et notre système fonctionne très bien, mais pas pour protéger les citoyens. Il fonctionne pour protéger les élites. Voilà ce que 28 ans de carrière m'ont appris. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui. Parce que le silence est complice. Parce que continuer à se taire, c'est accepter que rien ne change. Parce que si personne ne dénonce ce système, il continuera à broyer des vies, à enterrer des vérités, à protéger des criminels. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Je ne sais pas si mon témoignage changera quoi que ce soit. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souciera vraiment. Mais au moins, j'aurai parlé. Au moins, j'aurai dit la vérité. Et peut-être que d'autres policiers, d'autres magistrats, d'autres fonctionnaires qui vivent la même chose que moi trouveront le courage de parler à leur tour. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons forcer le système à changer. Ou peut-être pas. Peut-être que rien ne changera et que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, d'autres policiers vivront exactement la même chose que moi. Mais au moins, je saurai que j'ai essayé. Je saurai que je n'ai pas gardé le silence jusqu'à la fin. On ne devrait jamais classer un dossier pour protéger les mauvais. On ne devrait jamais sacrifier la vérité pour préserver des intérêts politiques. On ne devrait jamais demander à un policier de trahir sa conscience. Mais c'est pourtant ce que j'ai vu pendant 28 ans. Et c'est pourtant ce qui continue à se passer aujourd'hui, dans les bureaux de la police judiciaire, dans les tribunaux, dans les couloirs du pouvoir. Alors oui, je parle. Malgré les risques, malgré les menaces, malgré tout. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que trop de vérités ont été enterrées. Parce que trop de victimes ont été trahies. Et parce qu'au fond de moi, malgré tout ce que j'ai vécu, malgré toutes les désillusions, il reste encore cette petite flamme de l'idéaliste que j'étais à 25 ans. Cette flamme qui refuse de croire que tout est perdu, que rien ne peut changer. Cette flamme qui me dit que la vérité doit être dite, coûte que coûte. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai décidé de témoigner. Non pas pour me venger, non pas pour régler des comptes, mais simplement pour dire la vérité. Une vérité que beaucoup connaissent mais que personne n'ose dire à voix haute. La justice française a un problème. Un problème grave. Et tant que nous refuserons de le reconnaître, tant que nous continuerons à fermer les yeux, ce problème ne fera que s'aggraver. Alors aujourd'hui, je crie cette vérité. Je la crie pour toutes les victimes que j'ai abandonnées. Je la crie pour tous mes collègues brisés par ce système. Je la crie pour tous ceux qui croient encore naïvement que la justice est la même pour tous. Elle ne l'est pas. Et elle ne le sera jamais tant que nous accepterons que certains soient au-dessus des lois.